15 h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Cérémonie de clôture de l'édition 2025 de l'exercice maritime Bull Shark. Et le président syrien salue la décision du Conseil de sécurité de l'ONU de lever les sanctions. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le débat de politique générale de la 43e session de la conférence générale de l'UNESCO s'est poursuivi. Les chefs de délégation des pays membres ont saisi l'occasion de partager avec l'auditoire leurs préoccupations, les avancées dans leur pays en termes d'éducation, de culture et de sciences, l'impact des actions de l'UNESCO sur le terrain, interroger le pouvoir du message de l'organisation et définir leurs priorités pour les années à venir. La nécessité d'assurer une éducation inclusive, les efforts à fournir pour réduire l'impact du changement climatique sur la vie des hommes, la maîtrise de l'intelligence artificielle avec un cadre éthique solide, l'impératif de la préservation du patrimoine culturel mondial ou encore une meilleure efficience du financement de l'UNESCO ont été dans toutes les interventions. Aussi, le travail colossal abattu par le directeur général Audrey Azoulay et l'élan qu'elle a insufflé à l'organisation a été salué par tous les chefs de délégation. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a au nom du gouvernement djiboutien salué l'organisation exemplaire de la rencontre et remercié les autorités ouzbèques pour leur accueil chaleureux. Il a rendu un hommage appuyé à Audrey Azoulay, directrice générale sortante, pour ses 8 années de service à la tête de l'organisation et félicité Alan Nani, nouveau directeur général désigné. Et par la suite, le ministre Moustapha Mohamed Mahmoud a rappelé que la paix et la stabilité constituaient la principale richesse de notre pays, fruit du leadership du président de la République Ismaël Omar Guelleh, dont les efforts constants contribuent à la consolidation de la paix dans la région. Prête à atteindre la scolarisation ? Écoutons à présent l'intervention du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud. Au nom de mon pays, la République de Djibouti, je salue l'excellent travail de la directrice générale, Mme Audrey Azoulay, qui a servi l'organisation durant 8 ans avec brio. Je félicite le DG désigné, le professeur El Hanani, pour diriger notre organisation. Je félicite également le président de la conférence pour sa conduite remarquable des travaux de la conférence. Djibouti dispose d'un atout principal de richesse en matière de paix et de stabilité dans la région, et ceci à travers le leadership du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui ne cesse de déployer des efforts considérables pour la consolidation de la paix dans la région. Dans le domaine de l'éducation, consciente des enjeux et des échéances comme les cibles de l'ODD 4, la République de Djibouti n'a ménagé aucun effort pour lutter contre l'ignorance en œuvrant pour un système éducatif inclusif, équitable et de qualité. Et pour être plus factuel, mon pays, la République de Djibouti, grâce à une vision claire et des efforts colossaux consentis, s'apprête, Inch'Allah, à déclarer très bientôt la scolarisation primaire universelle. Dans le domaine de la culture, les premières inscriptions de Djibouti sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité ont été enregistrées notamment avec le Hero et le Her Issé. En parallèle, Djibouti a vu la reconnaissance de sa première réserve de biosphère, l'archipel des 7 frères, Rassian, Orankar, Godaria, inscrit dans le cadre du programme sur l'homme et la biosphère en septembre 2025. Les fondements même du multilatéralisme, le dialogue, la solidarité, le respect du droit international sont fragilisés. Les conflits se multiplient, la pauvreté s'aggrave, les inégalités se creusent et les crises humanitaires, qu'elles soient climatiques, sociales ou politiques, se multiplient. Dans plusieurs régions, notamment à Gaza, au Soudan ou ailleurs, des écoles sont détruites. Des enseignants, des journalistes et des chercheurs perdent la vie et des enfants sont privés de leur droit fondamental à l'éducation. L'UNESCO, Inch'Allah, doit continuer à être ce recours moral et intellectuel permettant à la communauté internationale d'opposer la connaissance à la peur, la coopération à la division, le dialogue à la violence, bâtir les défenses de la paix dans les esprits des femmes et des hommes
Djibouti, fidèle à son histoire et à sa position de carrefour des civilisations, continuera à œuvrer pour une paix fondée sur l'éducation et la compréhension commune. Et en marge de la conférence générale à Samarcande de la délégation de la République de Djibouti, toujours conduite par le ministre de l'Éducation nationale, a multiplié les rencontres bilatérales. En marge de la conférence générale à Samarcande, la délégation de la République de Djibouti, conduite par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamou, a multiplié les rencontres bilatérales. Le 1er novembre, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'est entretenu avec son homologue ouzbek, Sharipov Kongratbek Avzinbetovich. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération dans l'éducation, la formation professionnelle et la recherche. L'Ouzbékistan a d'ailleurs proposé l'accueil prochain d'une dizaine d'étudiants djiboutiens dans ses universités, en vue de signer un mémorandum de coopération. La délégation djiboutienne a également rencontré la ministre comorienne de la Culture et du Genre. Les deux pays ont convenu de renforcer leurs liens éducatifs et universitaires, notamment autour de la formation des étudiants. En outre, le ministre a pu prendre part à une réception organisée par la Malaisie et a mis à profit ce temps d'accalmie pour discuter avec l'ambassadeur du pays sur de futures coopérations bilatérales. Des rencontres marquées par la volonté commune de bâtir un partenariat durable fondé sur le savoir, la mobilité académique et le rapprochement des peuples. Par ailleurs, le ministre a eu occasion d'échanger aussi avec le président de la conférence, Kondker Mohammad Talla, ambassadeur du Bangladesh. Les discussions ont porté sur les défis actuels de l'UNESCO et l'impact de ses actions à travers le monde. Le 4 novembre, la délégation djiboutienne a été reçue par le nouveau directeur général de l'UNESCO, M. Khaled El Enani. Cette rencontre a permis de saluer les efforts du gouvernement djiboutien dans le domaine de l'éducation et de la digitalisation des établissements scolaires. Le ministre a présenté les principales avancées du système éducatif national et exprimé le souhait d'un renforcement de la présence de Djibouti au sein de l'organisation. De son côté, le directeur général a souligné sa volonté de consolider la coopération sud-sud et de mettre l'intelligence artificielle au service du développement durable. Il a assuré que l'UNESCO demeurera un partenaire privilégié de Djibouti. Enfin, lors de son entrevue avec la DG sortante, le ministre n'a pas manqué de féliciter et de remercier Madame Azoulay pour tout le travail réalisé durant ses 2 mandats et particulièrement à l'endroit de Djibouti. À l'issue des réponses de la DG sortante Madame Azoulay au débat de politique générale de la CG, une cérémonie, lors de laquelle la DG a salué le travail collectif accompli pour transformer l'organisation, réaffirmant sa confiance dans le dialogue et le consensus pour, je cite, réparer le monde, a clos l'événement. Ce jeudi 6 novembre, lors du vote pour la désignation du nouveau directeur général de l'UNESCO, M. Farhan Ali Omar a représenté Djibouti parmi les 2 scrutateurs officiels du scrutin. Le choix de Djibouti, exprimé par M. Mohamed Abdulkader Kamil, a réaffirmé le soutien du pays au Dr Khaled El Enani. Les 2 sont conseillers à l'ambassade de Djibouti à Paris et membres de la délégation permanente. La fin de la matinée a été marquée par la victoire écrasante du Dr Khaled El Enani. Dans l'actualité également, dans le cadre des activités du Forum panafricain de la jeunesse et de la Journée nationale et africaine de la jeunesse, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé hier après-midi une visite guidée à la Bibliothèque et Archives nationales ainsi qu'au mémorial EGA. Cette activité s'est déroulée en présence d'une importante délégation de jeunes leaders et représentants venus de plusieurs pays du continent africain participant aux travaux du Forum, l'objectif étant de faire découvrir aux jeunes participants le riche patrimoine documentaire, historique et culturel du pays hôte tout en favorisant les échanges autour de la préservation de la mémoire collective et du rôle de la jeunesse dans la valorisation du patrimoine africain. Cette activité s'inscrit dans le cadre des initiatives visant à renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre les jeunes Africains tout en mettant en lumière la richesse du patrimoine culturel commun à l'Afrique. Et au mémorial EGA, la délégation a rendu hommage aux figures emblématiques de la lutte pour la liberté, la dignité et l'unité du continent. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture réaffirme son engagement à accompagner la jeunesse africaine dans sa quête de savoir, d'unité et de développement durable en mettant la culture et la mémoire au cœur des politiques de jeunesse.
Et c'est dans une ambiance élégante et festive que s'est clôturée la 5e édition du Forum panafricain de la jeunesse lors d'une soirée de gala organisée au Haïla Grand Hôtel à Djibouti. Cet événement marquant est venu couronner 3 jours d'échanges, de débats, de partage autour des aspirations, des défis et des perspectives de la jeunesse africaine. La soirée de gala s'est déroulée en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine, et a réuni les chefs de délégation ainsi que les différents cadres du ministère, les organisateurs, les invités d'honneur, les jeunes leaders venus de 55 pays du continent d'Afrique, ainsi que les partenaires institutionnels et sponsors se sont réunis pour célébrer ensemble le succès de cette édition. Et la soirée a été animée par des prestations musicales et culturelles variées, offrant une touche artistique et conviviale à cette clôture riche en émotions et en promesses pour l'avenir. Les artistes djiboutiens et un groupe folklorique local ont également enchanté le public par leurs performances. La soirée de gala s'est achevée par une remise de cadeaux et une photo de famille immortalisant ce moment de fraternité et de fierté partagée. Et suivant le mot de clôture de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine. C'était un vrai plaisir d'avoir tous les continents africains ici à Djibouti, vraiment. Donc c'était un plaisir de partager ces 3 jours avec vous. Je pense que Haïla, donc l'hôtel Haïla, a été comme un bateau qui nous a permis de voguer et d'aller à la rencontre de pays africains, où le pays africain sont venus à la rencontre de Djibouti. Donc c'était magnifique d'être avec vous. J'espère que votre séjour a été agréable et nous formons le souhait de se revoir quelque part dans un autre pays africain. Et merci à tous les jeunes. C'était vraiment une vraie fierté d'avoir honoré la grandeur du continent africain. Vraiment. Toute la richesse de toutes les régions. Je pense que le continent africain n'a jamais été aussi fort parce que sa jeunesse est forte. Je dirais l'audace et la pugnacité d'aller jusqu'au bout. Et nous savons qu'avec vous, les continents vont pouvoir rayonner encore et encore. Et grâce à ce pourcentage élevé de jeunes, ça permettra d'aller très 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 loin. Donc je vous dis merci, merci à tous et au plaisir de se revoir. Dans l'actualité également, le hall d'honneur du centre d'instruction navale des gardes-côtes djiboutiens, situé au camp d'Oralé, a abrité dans la journée d'hier la cérémonie de clôture de l'édition 2025 de l'exercice maritime Bull Shark. L'exercice Bull Shark 26-1 a réuni la force opérationnelle interarmée combinée américaine, Corne de l'Afrique, la garde-côte djiboutienne, la marine nationale, la brigade d'intervention rapide des forces armées djiboutiennes, ainsi que les forces européennes de l'opération Atalante, représentées par l'Espagne, les forces françaises stationnées à Djibouti et les forces d'autodéfense japonaises basées à Djibouti. Outre le colonel Waïs Omar Bourré, commandant de la garde-côte, ont pris part à cette cérémonie le général de brigade Matthew Brown, commandant général, ainsi que plusieurs officiers représentants des forces nationales et des partenaires internationaux. L'exercice Bull Shark 26-1 visait à renforcer l'interopérabilité multilatérale dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime entre les différents partenaires y participants. L'exercice comprenait des volets maritimes et terrestres mettant en œuvre les opérations de recherche et de sauvetage à travers des scénarios réalistes et pratiques simulant des accidents en mer ou des menaces asymétriques. L'ampleur des moyens humains et techniques déployés témoigne de l'importance accordée aux efforts de coopération et de collaboration entre les différents partenaires dans le but de mettre en œuvre une interopérabilité efficace et professionnelle. La cérémonie s'est clôturée par un échange de cadeaux entre les deux commandants suivi de la remise de certificats aux participants.
Et dans son allocution prononcée lors de cette cérémonie, le général de brigade Matthew Brown s'est félicité de l'excellence des relations entre le CJTF HOA et ses partenaires djiboutiens de la garde-côte et de la marine nationale. Il a également rappelé l'importance de la position géographique stratégique de la République de Djibouti, située au carrefour des 3 continents et à la porte du détroit de Bab el-Mandeb, du golfe d'Aden et de l'océan Indien. Et pour sa part, le colonel Waïs Omar Bokoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, a souligné l'importance de ce type d'exercice qui permet à la fois de renforcer les capacités opérationnelles de la garde-côte et de raffermir les liens de coopération avec les partenaires internationaux. Il a également saisi cette occasion pour rappeler les efforts conséquents déployés par la République de Djibouti en vue du renforcement de la sécurité et de la sûreté maritime dans le détroit du Bab el-Mandeb, point de passage stratégique et vital pour le commerce mondial, ainsi que dans le golfe d'Aden. Enfin, le commandant a tenu à remercier le général de brigade Matthew Brown, la marine nationale, les forces du CJTF HOA, la brigade d'intervention rapide des forces armées djiboutiennes, les forces européennes de l'opération Atalante, représentées par l'Espagne, les FFDJ et les forces d'autodéfense japonaises pour leur implication sans faille dans le succès de cet exercice qui contribue grandement au renforcement de la sécurité et de la sûreté maritime. La Société djiboutienne de pédiatrie a tenu hier soir à l'hôtel Premier sa 2e réunion annuelle réunissant les professionnels de santé engagés dans la promotion et la protection de la santé infantile à Djibouti. Cet événement marque une étape significative dans la volonté de bâtir et collectif de placer l'enfant au cœur du système de santé national et de bâtir un avenir plus sain, plus équitable et plus prometteur pour les générations futures, et a été présidé par le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, en présence de la présidente de la Société djiboutienne de pédiatrie, Dr Emma Sina, du vice-président de la Société, Dr Abdurrahman, ainsi que des docteurs pédiatres, membres de la Société djiboutienne de pédiatrie. La SDP a réaffirmé sa mission claire, ambitieuse et profonde, humaine. Elle s'est engagée à former continuellement les professionnels de santé pour garantir les soins de qualité. Suivant tout de suite l'intervention de la présidente de la Société djiboutienne de pédiatrie. Cet instant symbolise notre volonté commune de placer l'enfant au cœur du système de santé et de bâtir ensemble un avenir plus sain, plus juste et plus prometteur pour les générations futures. Notre mission est claire, certes ambitieuse, mais profondément humaine, à savoir former continuellement, en permanence, donc, les professionnels de santé à travers des formations médicales régulières afin de garantir à chaque enfant des soins de qualité, renforcer la prévention dès les premières étapes de la vie, pour agir avant qu'il ne soit trop tard, protéger la vaccination, la nutrition, la santé mentale et le développement global des enfants, dépister précocement les maladies transmissibles et non transmissibles et accompagner les familles avec bienveillance et compétence. Et surtout, ne laisser aucun enfant de côté, en particulier les plus vulnérables, car chaque enfant, vous le savez bien, mérite une chance égale de grandir, d'apprendre et de rêver. Et suivant également l'intervention du secrétaire général du ministère de la Santé. En mettant en place la Société djiboutienne de pédiatres, vous étiez les premiers à montrer l'exemple. On a vu la Société djiboutienne de dentistes et récemment, j'étais à l'Université de Djibouti pour participer à une conférence avec la Société djiboutienne de neurosciences. C'est encore un plus. Ils ont organisé une conférence sur les accidents vasculaires cérébraux et j'y ai participé. Et si je viens ici, c'est parce que c'est aussi pour vous encourager, pour vous pousser de l'avant. Parce qu'on attend aussi que les autres s'organisent. Si vous êtes organisés, si vous organisez des réunions, vous échangez vos expériences, la santé va avancer. Et ce qui est intéressant dans cette société, c'est d'avoir des médecins de tous bords. Nous avons les médecins de la santé, de la police, parce qu'avant, on était un peu cloisonnés. Il faut qu'on casse ce cloisonnement. La santé
c'est un tout. Il faut qu'on soit ensemble pour réfléchir et changer la situation sanitaire de notre pays. Et je suis très fier. En tout cas, je serai toujours à vos côtés. Je suis content de voir Dr Assina, 30 ans, 35 ans après. Dieu nous a permis de nous voir. Et je pense que les jeunes médecins doivent maintenant se préparer pour assurer la relève. La cérémonie de clôture de l'atelier de renforcement des capacités nationales sur le Codex Alimentarius, ouvert le 3 novembre dernier, s'est tenue ce matin à la direction des services vétérinaires et de l'élevage. Cet atelier organisé par la direction de l'élevage et des services vétérinaires en collaboration avec la FAO s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à améliorer la sécurité sanitaire des aliments et à renforcer les compétences techniques des acteurs nationaux impliqués dans la mise en œuvre des normes du Codex Alimentarius ou le Code alimentaire. Durant 4 jours, 25 contrôleurs et inspecteurs issus des différents laboratoires et institutions concernés ont été formés par l'Agence djiboutienne des normes et des qualités sur les principes, les procédures et les bonnes pratiques du Codex Alimentarius, afin d'harmoniser les standards nationaux avec les normes internationales de sécurité alimentaire. Essentiel pour la protection de la santé des consommateurs, pour la promotion du commerce équitable des denrées alimentaires et la confiance dans nos systèmes de production et de contrôle. À travers cet atelier, nous avons approfondi notre compréhension des principes, procédures et mécanismes du Codex. Et nous avons identifié les actions prioritaires pour renforcer la participation nationale aux travaux de ce comité technique. Je tiens à exprimer notre profonde gratitude à la FAO pour son appui constant, tant technique que logistique, dans la mise en œuvre de cet atelier. Cet accompagnement s'inscrit dans la continuité des efforts conjoints pour consolider les capacités institutionnelles de notre pays en matière de sécurité sanitaire des aliments et de santé publique vétérinaire. Je voulais réaffirmer la disponibilité de la DSV, la Direction de l'élevage des services vétérinaires, à poursuivre aux côtés de la FAO et de tous les partenaires ce travail collectif pour garantir à nos populations des aliments sains, sûrs et de qualité conformément aux standards internationaux. Le deuxième sommet mondial sur le développement social s'est achevé hier après-midi à Doha au terme de 2 jours de débats intenses consacrés aux 3 piliers fondamentaux du développement social, l'élimination de la pauvreté, le plein emploi productif et le travail décent pour tous ainsi que l'inclusion sociale. Les engagements pris durant ces 2 journées ouvrent désormais la voie à une nouvelle phase d'action collective porteuse d'un avenir plus solidaire, plus équitable et plus prospère pour l'ensemble des peuples. Lors de cette séance de clôture, Djibah Benoît, conseiller principal du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, a prononcé un discours au nom de la République de Djibouti pour présenter les efforts soutenus déployés par le gouvernement sous la conduite du président de la République en vue de promouvoir un développement social inclusif et durable. Et l'hospitalité exceptionnelle qu'ils nous ont offert tout au long de notre séjour. Sous l'impulsion de son Excellence, le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, le développement social est érigé en pilier central de toute croissance économique. Pour donner corps à cette ambition, nous avons profondément modernisé notre cadre institutionnel et renforcé nos outils d'action sociale. Malgré nos ressources limitées, notre cœur est resté ouvert. Ainsi, la République de Djibouti et son peuple accueillent et intègrent plus de 36 000 réfugiés et sommes le pays de transit de plus de 200 000 migrants, représentant une proportion de 1/4 de notre population totale. Djibouti ne peut et ne doit pas être seul face à ce fardeau de la solidarité humaine. Nous lançons un appel vibrant à la communauté internationale pour que cet engagement soit réaffirmé et renforcé.
Et en marge du deuxième sommet mondial pour le développement social qui s'est tenu à Doha du 4 au 6 novembre, Djibouti a organisé une importante table ronde consacrée aux efforts menés par le gouvernement sous la direction du président de la République Ismaël Omar Guelleh en vue de développement des compétences et l'insertion professionnelle pour les jeunes. Le directeur général de l'Institut national d'administration publique, Chalmak Idriss, a exposé la stratégie mise en œuvre par le ministère reposant sur un programme intégré de formation, d'accompagnement et de qualification professionnelle. Les experts d'Afrique du Sud et du Royaume-Uni ainsi que les représentants d'organisations internationales et les délégués du pays ont suivi cette présentation avec un vif intérêt, saluant les mécanismes mis en place par Djibouti pour accompagner les jeunes demandeurs d'emploi et leur offrir les compétences essentielles à une insertion professionnelle réussie. La directrice générale adjointe de l'Organisation internationale pour les migrations, Ugochi Daniel, s'est rendue dans la région d'Addis Abeba dans le cadre d'une visite officielle à Djibouti visant à renforcer la coopération entre l'OIM, le gouvernement djiboutien et les autorités de la région en matière de gouvernance migratoire et de protection des populations. À son arrivée dans la ville, Mme Daniel s'était accompagnée de ses proches collaborateurs. Elle a été accueillie chaleureusement par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benouita, et du président du conseil régional, Chalmak Hassan Al-Laleh, du directeur régional de l'ADDS, et Mahdi Mohamed Jamal, du directeur général de l'hôpital régional, ainsi que du chef du corps de l'armée Bias et du chef par intérim du détachement de la police d'Addis Abeba. Au cours de cette visite, une réunion de travail s'est tenue entre la délégation de l'OIM et les autorités régionales. Les échanges ont porté sur les efforts conjoints visant à améliorer la gestion des flux migratoires, renforcer la résilience des communautés d'accueil et protéger les migrants vulnérables transitant par la région d'Addis Abeba, un point stratégique du corridor migratoire. À l'issue de la rencontre, Ugochi Daniel, accompagné des autorités de la région d'Addis Abeba, se rendu à l'agence Havas de la ville d'Addis Abeba, puis à la frontière du Galilée, où elle a clôturé sa visite. Cette étape a permis à la délégation de constater sur le terrain les activités de l'OIM et les défis liés à la gestion des migrations à la frontière. Et cette visite de haut niveau témoigne de l'engagement continu de l'OIM à soutenir les efforts nationaux et en matière de migration sûre, ordonnée et humaine, conformément aux priorités du gouvernement de Djibouti et aux objectifs du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. En l'espace de quelques jours seulement, le port de Tadjoura a enregistré une activité maritime remarquable, marquant ainsi une étape significative dans la montée en flux de ses opérations portuaires. 2 navires vraquiers conventionnels ont accosté simultanément à son quai, confirmant la capacité du port à accueillir des trafics diversifiés et à répondre efficacement aux exigences logistiques du commerce maritime moderne. Le premier, le navire B10, a déchargé 9000 tonnes de matériaux de construction composés essentiellement de ferraille en vrac. Le second, le Helen Bright, a quant à lui transporté 35 000 tonnes de cargos divers, parmi lesquels figuraient des véhicules, des engins agricoles, des équipements industriels, du général cargo et même des marchandises surdimensionnées. C'est la première fois que le port de Tadjoura accueille un navire transportant une telle diversité de marchandises, et grâce à la mobilisation de ses équipes et à la modernité de ses installations, le déchargement de l'ensemble des marchandises s'est effectué dans des délais records, démontrant la capacité opérationnelle et la réalisation des performances remarquable du port dans la manutention des cargaisons en vrac et conventionnelles. Une montée en puissance donc des activités portuaires, l'efficacité observée dans la gestion simultanée de ces 2 navires témoigne de la croissance constante du trafic maritime au port de Tadjoura. Face à ce succès opérationnel, le port prévoit déjà d'accueillir successivement d'autres navires similaires dans les jours à venir, consolidant ainsi sa position stratégique sur les routes maritimes régionales. Ces réalisations inédites confirment la volonté du port de Tadjoura de diversifier ses activités, d'attirer de nouveaux opérateurs et d'offrir des prestations portuaires modernes, compétitives et sécurisées, répondant ainsi aux standards internationaux. Dans son intervention, le directeur général du port de Tadjoura, Omar Hassan Omar, a indiqué donc que c'était une dynamique portuaire en pleine expansion au service du développement régional. L'arrivée successive des navires a entraîné un regain notable des activités
économique locale dans les petits commerces, la restauration, les services de transport et d'autres secteurs de proximité qui ont tous bénéficié de retombées de cette activité portuaire. Et entre performance opérationnelle, création d'emplois et vitalité économique, Tadjoura s'impose désormais comme une vitrine du dynamisme portuaire djiboutien. En Nouvelles du Monde, à présent, le président syrien Ahmed al-Shara a salué aujourd'hui la décision du Conseil de sécurité de l'ONU de lever les sanctions. Le président syrien salue la décision du Conseil de sécurité de l'ONU de lever les sanctions. Le texte, rédigé par les États-Unis, a été adopté avec 14 voix pour une abstention, celle de la Chine, marquant un rare consensus au sein du Conseil sur un allègement des restrictions visant la direction syrienne. Le président a affirmé que la Syrie était parvenue à bâtir un consensus entre des nations qui s'accordent rarement sur les affaires mondiales. Saluons cette évolution comme un signe positif qui pourrait marquer le début de la résolution de nombreux problèmes persistants dans le monde. Il a remercié plusieurs pays pour leur soutien aux efforts diplomatiques ayant conduit à la levée des sanctions visant la Syrie, dont notamment l'Arabie saoudite, la Turquie, le Qatar, les Émirats arabes unis et la Jordanie. Al-Shara a indiqué espérer évoquer l'avenir des relations entre la Syrie et les États-Unis lors de sa rencontre avec le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche prévue lundi prochain. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.